إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. C'était un homme incontestablement qui a compris que l'intérêt de la France était de préparer le Maroc à l'indépendance. C'était le rôle de la France. Il a voulu l'appliquer. La preuve, c'est que les ultras en France ont tout fait pour le faire partir. Monarchiste de cœur qui s'éprend d'un Maroc où il retrouve la geste et le style d'une haute époque légendaire, Lyautey se vit en connétable du souverain Moulay Youssef et en Colbert du Marzen, le centre du pouvoir traditionnel. Mais un rêve d'Amérique l'habite autant que sa nostalgie d'un passé chimérique. Bâtisseur inspiré, il jette le Maroc dans le fracas du progrès occidental, édifie des villes nouvelles, creuse les fondations d'une économie moderne. Ici, vous me dessinerez la Canebière. Là, vous réserverez la propriété des phosphates à l'État chérifien. Méprisant sans barguigner les profiteurs qui s'engouffrent à sa suite, moqueur à l'égard des rumeurs courant sur ses mœurs, mais curieusement aveugle aux ravages encore insoupçonnés du viol colonial. La République française berce sa bonne conscience en l'honorant comme un héros, mais elle s'en méfie comme d'un visionnaire gagné à la cause de ceux qu'il pense protéger. Nous vivions dans une ambiance religieuse. L'islam ne pouvait pas être vaincu. Peut-être que dans 15 ans, 20 ans, ce protectorat ne restera pas. C'était ainsi que était l'ambiance dans les milieux intellectuels musulmans de l'époque. La tentation de la République de considérer l'Afrique du Nord comme un bloc favorise les projets d'administration directe. Et même s'ils affectent de respecter les formes avec le sultan, les résidents généraux pratiquent une mainmise à l'algérienne. Le croiseur Gloire amène à Cherbourg le sultan du Maroc, Si Mohamed Ben Youssef, qui vient faire à la France une visite d'amitié et de fidélité. Dans la gare du Bois de Boulogne, où aucun train n'est entré depuis la visite historique des souverains britanniques, le général de Gaulle vient accueillir l'hôte de Paris. La France républicaine est heureuse d'accueillir le chef d'un vaste empire à la veille de la fête grandiose où elle devait célébrer sa force renaissante. À Clermont-Ferrand. Ces images exactes, je me souviens les avoir vues sur l'écran du cinéma Apollo où je passais mes dimanches après-midi. Devant des spectateurs sceptiques et muets, la voix du commentateur clamait que la nation protectrice avait décidé que nous aurions un autre sultan et que son nom était Mohamed Ben Arafat. Le 11 septembre 1953, alors que le nouveau sultan Arafat sort à la mosquée pour prier, il est attaqué par un jeune nationaliste fougueux. Manquant de justesse l'assassinat, le geste d'Allah Ben Abdallah allait déclencher chez le peuple, même non potisé, une fureur trop longtemps réprimée. Le mot d'ordre était lancé. La réplique française fut tout aussi violente, dirigée par ce même général Guillaume qui s'était juré de faire manger de la paille aux Marocains. À Paris, la France et le Maroc ont ouvert une nouvelle page de leur histoire.
M. Christian Pinault au nom de la France et Sibékay au nom de l'Empire chérifien ont apposé leur signature sur la déclaration commune qui constate la fin du traité de Fès et confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance marocaine. Cet accord toutefois sera soumis à la ratification de l'Assemblée nationale. J'étais un dans cette foule en liesse. Je me souviens clairement de cet instant où l'avion ramenant le roi fit irruption dans le ciel marocain. Pour la première fois, le Maroc tout entier, comme un cri du cœur retenu trop longtemps, se mit à hurler « Ahya Malik !» Vive le roi. La France, déjà embourbée en Algérie, finit par céder à la résistance de tout un peuple. Le retour du sultan Sidi Mohamed en 1955 précédait l'indépendance et la réunification des Marocs français et espagnols. C'est ainsi que devait prendre fin une parenthèse de 44 ans dans l'histoire de la nation marocaine. La France laissait derrière certes des cicatrices, mais aussi un pays moderne avec toutes ses infrastructures. Le temps de la réconciliation était arrivé. Le Maroc veut son indépendance, c'est un fait. Et je suis sûr que ce n'est pas la France. Elle ne pourrait pas le faire sans renier son passé et ses traditions, que ce n'est pas la France qui nous renierait notre droit à l'indépendance. Mon jeune peuple, qui a été auprès de vous et qui restera auprès de vous, compte sur la France, compte sur les Français, compte sur leur intelligence et compte surtout sur le patrimoine commun de nos deux civilisations pour que nous réussissions l'expérience que nous sommes en train de tenter, car nous ne pouvons pas nous permettre de la manquer. Le 3 mars 1956 sera dorénavant reconnu comme la date de l'indépendance du Maroc. Dans le royaume reconquis, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef sera consacré et connu comme le roi Mohamed V. Il aura comme première responsabilité de doter ce pays d'une constitution, d'une armée et d'un gouvernement. En promettant l'avènement d'une monarchie constitutionnelle, Mohamed V formera son premier cabinet de coalition, accordera à tous les citoyens marocains le libre exercice des droits et libertés publiques et s'affirmera très vite un grand leader parmi les nouveaux pays indépendants du tiers-monde. À 28 ans, après avoir été nommé chef des forces armées royales, Moulay Hassan sera désigné prince héritier, successeur légitime au trône alaouite.